Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous. Vous l'aurez tout de suite remarqué, ce format-là va être un format plutôt audio. Je voulais vraiment sortir ce contenu pour vous assez rapidement et en réalité, parfois, il est un peu difficile de trouver le temps et les conditions pour filmer, tandis qu'enregistrer en format audio ou podcast est relativement plus simple. Voilà, donc vous l'aurez vu au titre, on est là pour parler du procès qui a opposé Johnny Depp et Amber Heard. Je précise tout de suite qu'en fait, on ne va pas vraiment parler du verdict, on va pas vraiment parler des éléments du procès en soi. C'est une question qui est très complexe et pour avoir regardé plusieurs heures du procès, ainsi que des rapports des procès précédents, je préfère en fait ne pas m'aventurer sur ce terrain et je pense que ce n'est pas nécessairement ce qui est le plus utile à un niveau collectif, ni ce qui est le plus pertinent. Même si évidemment, hein, des éléments internes au procès et aux personnes concernées influent forcément sur les répercussions qui seront plus extérieures et plus collectives. Tout simplement, par exemple, le fait que Johnny Depp soit un acteur adoré par beaucoup, faisant partie de notre imaginaire collectif, n'ayant jamais été visé pour plainte de ce genre par le passé. Le fait qu'Amber Heard soit une femme, qu'elle soit plus jeune, que les femmes soient toujours le mauvais ou la mauvaise actrice, que Amber Heard apparemment ne corresponde pas au portrait de la bonne victime. Tout cela, bien évidemment, joue un rôle très important. Je ne dis pas que ce ne sont pas des points intéressants, je dis juste que très honnêtement, je n'ai pas envie d'aborder cette question-là et d'aborder cet événement et ces différentes réflexions féministes à travers cet angle-là. Je souhaite essayer de réfléchir aux répercussions de ce procès sans trop me pencher sur tous ces éléments et je souhaiterais que ce soit aussi le cas pour les commentaires. On n'est pas là pour être ni des avocats ni des juges. Le premier élément, ou en tout cas la première partie un petit peu de cette vidéo, ce sur quoi j'aimerais revenir, c'est la médiatisation. C'est une question à laquelle je n'ai pas vraiment de réponse. Je confesse que j'ai regardé plusieurs heures du procès, le procès actuel, ou en tout cas le procès qui vient de se terminer, qui était celui intenté par Johnny Depp à Amber Heard pour diffamation, suite à des accusations de violence conjugale dans un magazine anglais. On rappelle juste que son nom n'était pas mentionné, mais que, bien évidemment, tout le monde a compris qu'il s'agissait de lui. Les médias sont une question épineuse, et ça, dans la plupart des sujets traités, en fait, pas uniquement dans ce cadre-là et dans ce contexte bien précis. La pluralité et l'importance des réseaux sociaux comme nouveaux médias, c'est également un point très important. On ne peut pas catégoriser, à mon sens, positivement ou négativement d'un seul bloc ces différents aspects. Parce que oui, les réseaux permettent d'avoir accès à des informations de manière moins institutionnalisée et parfois moins censurée. Mais ils permettent aussi, je pense, une désinformation plus rapide et plus nombreuse, l'expression de tout un tas de personnes non concernées et non compétentes. Surtout, je pense que les réseaux sociaux participent aussi à des effets de groupe et de meute absolument affreux. L'anonymat libère des paroles violentes et répréhensibles par la loi, et en même temps, l'anonymat est à mon sens quelque chose d'extrêmement précieux et d'extrêmement important lorsqu'il s'agit, par exemple, de faire face à des pouvoirs plus autoritaires et on rappellera juste que la dérive autoritaire n'est pas loin et est présente dans tous les pays, notamment le nôtre. Je pense aussi que les réseaux sociaux sont aussi souvent la seule façon pour des victimes de s'exprimer ou de se faire entendre. On a vu à quel point MeToo était né et avait grandi et a pris une ampleur incroyable sur les réseaux sociaux. On a vu à quel point les différentes accusations contre différentes personnalités, telles que PPDA par exemple, ont aussi trouvé leur origine et leur force et un soutien incroyable au niveau des réseaux sociaux. Bref, le tableau est loin d'être tranché, en tout cas pour moi. Il y a aussi un côté très dérangeant à la médiatisation des parties aussi intimes de vie. Si vous avez regardé quelques heures ou si vous avez regardé quelques minutes même en fait du procès entre Johnny Depp et Amber Heard, il y avait vraiment un côté extrêmement gênant, une intrusion incroyable dans la vie privée de personnes et je pense que ces éléments-là auraient sans doute dû rester privés. Je pense qu'on assiste à la fois, ce qui peut paraître paradoxal par contre, à une surhumanisation et à une déshumanisation des concernés. C'est-à-dire que finalement, on a une surintimité, on a une surintrusion et donc un côté extrêmement humain qui en devient presque parfois grotesque, caricatural ou extrêmement gênant. Et de l'autre côté, ce même processus, alors qu'on devrait sans doute finalement avoir beaucoup plus d'empathie, se rendre compte qu'on passe toutes et tous par des éléments
très semblable et que même quand ça ne ressemble pas à notre vie, en tout cas, comprendre que ça fait partie du vaste spectre du possible humain. Au lieu de ça, il y a une déshumanisation, pardon, des différents acteurs et actrices ou des différentes parties, si vous voulez, qui deviennent des bêtes jetées en pâture. Et c'est quelque chose qui me semble être extrêmement important. Et cette double dynamique à première vue paradoxale, je pense qu'elle n'est pas à négliger. Il y a aussi un effet et des vérités dérangeantes sur notre société qui se délectent de ces partages forcés et malsains. Quand je dis qu'il y a un effet et des vérités, c'est-à-dire que, ça révèle des vérités sur notre société, le fait qu'on est attiré par ces partages-là, que certaines personnes s'en réjouissent, que certaines personnes s'en délectent, que certaines personnes les utilisent. Et un effet, c'est que je pense sincèrement que cela a des conséquences sur notre société. Non seulement sur les individus, à un niveau plus personnel et individuel, mais aussi collectivement. On doit se poser la question des conséquences pour les luttes ici féministes d'une telle médiatisation. Et dans ce cas bien précis, les conséquences seront et sont déjà négatives. Ça, c'est clair. Mais moi, ce que j'ai envie de savoir, parce que j'ai vraiment envie d'élargir la question, c'est est-ce que cela serait toujours le cas ? Est-ce qu'on ne peut pas se demander si une médiatisation plus grande des procès, où, rappelons-le, il y a quand même un nombre incroyable de féminicides. En 2021, 113 femmes ont été tuées par des maris conjoints ou ex. C'est l'un des chiffres, l'une des statistiques, parce qu'en réalité, les statistiques comportent toujours une marge de... Comment dire de... C'est pas une marge d'erreur, mais disons que la façon dont on calcule, la façon dont on recense peut forcément amener les chiffres à varier. Il y a une augmentation des violences conjugales de 10% en 2020. 82% des morts au sein d'un couple sont des femmes. Parmi les femmes tuées par leur conjoint, 35% étaient victimes de violences antérieures de la part de leurs compagnons. Bref, on peut aussi dire que le nombre de femmes âgées de 18 à 75 ans qui, au cours d'une année, sont victimes de viol et ou de tentatives de viol est estimé à 94 000 femmes environ. Et ça, c'est un nombre qui, à mon sens, est totalement sous-estimé. Ce sont toutes des estimations minimales. Et dans 91% des cas, les agressions ont été perpétrées par une personne déjà connue de la victime. Voilà. Et on sait, et ça c'est l'un des chiffres qui est le plus effrayant, c'est que suite au viol ou aux tentatives de viol qu'elles ont subies, par exemple, seuls 12% des victimes ont porté plainte. Qu'elles aient ensuite maintenu ou retiré cette plainte. Donc ça ne veut même pas dire, et c'est clairement pas le cas, que 12% même des victimes ont un procès qui aboutit. Alors, moi je trouve qu'on devrait peut-être se demander, face à cette apathie de la société dans son ensemble, et je ne parle même pas ici en fait des institutions comme la police, comme la justice, les ministères ou les politiques bien évidemment, mais je parle vraiment des individus, des personnes lambda. Parce que, à mon sens, il y a quand même, si on prend l'échelle globale de la société française, une forme d'apathie face aux violences que subissent les femmes. Est-ce qu'on ne gagnerait pas à médiatiser et à occuper massivement l'espace médiatique, non pas seulement avec des articles, mais aussi avec ceux qui dorénavant touchent le plus et constituent peut-être les témoignages ou les sources d'information les plus fortes, à savoir l'image, la vidéo, les témoignages directs à visage découvert. Pour moi, c'est une question qui se pose vraiment. Et bien évidemment, ça représente un investissement énorme pour les victimes. Bien évidemment, c'est une prise de risque incroyable dans cette société à l'heure actuelle. Mais je me demande si pour justement dépasser cette société-là, la transformer, pour faire évoluer les choses, je me demande si il n'est pas nécessaire d'en passer par une utilisation des médias assez différente dans le domaine justement du partage, du témoignage, avec quelque chose qui emprunte beaucoup plus aux réseaux sociaux et moins, par exemple, aux documentaires, aux films, à la fiction. Ce n'est qu'une question. Deuxièmement, on va parler bien évidemment du déferlement misogyne qui est juste incroyable. On n'a jamais vu autant d'hommes, et même de femmes, il faut bien le dire, se sentir concernés par la question des hommes victimes de violences conjugales. Coïncidence ? Non. Pas plus qu'on ne peut penser que cela est uniquement dû à l'affection que beaucoup de personnes ont pour Johnny Depp. Il s'agit en fait aussi de l'occasion de punir les femmes et d'une énième manifestation du backlash que les femmes subissent après une énorme libération de la parole, notamment avec MeToo. Il ne faut pas oublier que les féministes sont les seules à avoir parlé des violences conjugales qui touchent les hommes, et qui sont d'ailleurs souvent le fait d'autres hommes, de façon régulière, et en les liant à leur véritable cause qui est le patriarcat et la virilité. Je n'ai jamais vu
Autant de posts sur tant de réseaux différents, moquant une personne impliquée dans un procès. Qu'on pense ou pas qu'Amber Heard ment, qu'elle soit coupable ou pas, à moitié coupable ou pas. En fait, je me fiche de savoir, enfin je me fiche pas, mais on va dire que dans ce propos-là, je me fiche de savoir ce que vous pensez vraiment. On n'a jamais vu un tel déferlement sur des personnalités qui sont coupables de faits graves, avérés, prouvés et eux aussi très médiatisés. La disproportion est parfaitement exemplifiée avec, par exemple, la pétition qui a demandé à ce que l'actrice soit retirée du film Aquaman. Où sont des nombres comparables pour Polanski, pour Kanta, pour Weinstein? La liste, elle peut continuer. En réalité, peu importe, j'ai envie de dire, ce qui se passe dans le tribunal, ce qui est un indicateur féroce de la misogynie de notre société, et ce qui devrait nous intéresser, je crois, car social et collectif, c'est ce qui se passe en dehors du tribunal. Et ce qui s'y passe, c'est éloquent. Les attaques sur Twitter, incroyables. Des bots qui apparemment déferlent sur les personnes qui osent apporter un soutien public à Amber Heard. Des posts entiers dédiés au langage corporel d'Amber Heard pour dire qu'elle ment parce qu'elle se comporte comme ci, parce qu'elle lève son bras comme cela, par des personnes qui en plus n'ont aucune compétence en cela, tandis qu'on sait que le langage corporel, la manière dont souvent c'est analysé, c'est totalement de l'esbrouf. Des hommes qui se réjouissent finalement de la possibilité d'une femme ayant des comportements violents car cela valide leur idéologie antiféministe et misogyne. Une surabondance de contenu à ce sujet. Il est impossible d'y échapper, même si vous n'avez pas regardé le procès. Même si vous n'avez pas cherché à avoir du contenu à ce sujet-là, sur les réseaux sociaux, ce contenu a été boosté et a été proposé à une grande partie de la population présente en ligne. Des tas de mèmes ou de memes, comme vous voulez le dire, sur Amber Heard. Des vidéos TikTok incroyables de personnes extrêmement jeunes qui n'ont aucune expérience des violences conjugales, qui n'ont aucune idée de ce que cela peut représenter, qui moquent, qui refont le procès, qui parodient le procès, qui parodient Amber Heard, qui mettent une perruque blonde et qui jouent tout simplement un jeu. Une experte psychologue mandatée par l'équipe juridique de Johnny Depp a décrit la personnalité d'Amber Heard comme histrionique et borderline. En fait, sans même aller jusqu'à invalider ce diagnostic médical, rappelons qu'un diagnostic n'est pas une condamnation. C'est-à-dire que si Amber Heard était réellement touchée par ces conditions médicales, est-ce que cela nous autoriserait à en rire, à la moquer? Et si c'est vraiment le cas? Si ce n'est pas une technique vieille comme le monde pour invalider la parole d'une femme, ne devrions-nous pas la voir comme une malade et juger des actes dans ce contexte bien précis? Les femmes malades seront toujours coupables et folles, tandis que les hommes qui tuent ou attaquent leur compagne en raison de leur alcoolisme, de leur jalousie, de la perte de leur job, sont toujours présentés comme des victimes pleines de regrets qui ont été dépassées par des événements douloureux de la vie. Il y a toujours une forme de compassion et d'empathie. On peut penser tout simplement aux différents articles qui ont été écrits et qui présentaient les policiers accusés de viol contre une femme canadienne à Paris comme de bons policiers, des hommes exemplaires qui aimaient bien séduire, mais qui étaient aussi des hommes incroyables en équipe. Alors que là, si réellement Amber Heard est malade, si elle souffre réellement avec certaines conditions psychologiques, est-ce qu'on ne devrait pas tout simplement redoubler finalement de prudence, de décence face aux différentes accusations? Il y aurait d'autres choses à dire, bien évidemment, sur le déferlement misogyne, mais je pense que d'autres se sont déjà employés à le faire bien mieux que moi. Troisièmement, j'aimerais parler de la société du spectacle. Ce procès est devenu un spectacle, une série en plusieurs épisodes longs et savamment orchestrés. Des créateurs et des créatrices de contenu qui ne couvrent pas le féminisme, qui ne s'intéressent pas aux violences conjugales, se sont emparés de ce procès pour attirer des spectatrices, des spectateurs et ainsi générer des revenus. Le sujet même des violences conjugales, rappelons-le, encore une fois, qu'elles soient réelles ou pas, d'un côté ou de l'autre, le sujet reste grave et sérieux. Le sujet reste une réalité ô combien banale pour des milliards de femmes dans le monde et pour d'autres hommes. Créer du contenu humoristique et bien sûr sexiste sur de tels sujets, cacher des coups avec du maquillage, sur les abus sexuels, sur des robes déchirées, sur des paroles menaçantes et insultes, ça n'a rien d'acceptable et d'anodin. Qu'une femme mente, qu'un homme mente sur des coups reçus,
sur des abus sexuels, sur des habits qui auraient été déchirés, sur des menaces, sur des actes d'intimidation. Cela ne transforme pas ces différents actes en du contenu que l'on peut parodier, du contenu sur lequel on peut s'amuser, du contenu que l'on peut tourner au ridicule. Tous ces sujets, qu'ils soient ou pas véridiques, qu'ils soient ou pas exagérés, qu'ils soient ou pas prouvés, ces sujets-là ne doivent jamais être l'objet de production sur TikTok pour faire rire ou pour parodier ou pour mimiquer une attitude que l'on jugerait inappropriée. Se délecter d'une détresse, quelle qu'elle soit, car il y a forcément une détresse dans cette histoire de toute manière, quoi qu'il en soit, ça me posera toujours problème. On dépasse largement le cadre d'une critique qui pourrait être faite via la caricature ou l'humour. On est dans un acharnement qui tourne le sujet même au ridicule sans aucune considération pour toutes les femmes qui voient ce contenu défiler et qui voient des individus filmer des TikTok ou des Reels supposés être comiques sur un témoignage de violence. Il faut bien se rendre compte qu'il y a ici deux clans. Il y a celles et ceux qui ont décidé d'occuper l'espace médiatique, même les personnes lambda, même les personnes inconnues sur leur compte, n'importe quel réseau social si vous préférez, pour ne pas m'acharner sur TikTok à mon tour, mais il y a ces gens-là, et il y a toutes les personnes qui vont souffrir dans l'ombre chez elles. Il y a toutes les personnes qui vont être obligées de supporter cette société du spectacle qui va s'emparer du sujet des violences conjugales, violences psychologiques, physiques et sexuelles. Parce que l'on ne peut pas y échapper. La seule manière d'y échapper à l'heure actuelle, c'était de couper ces réseaux, de se retirer en quelque sorte d'un lieu qui peut être un lieu de détente, qui peut être un lieu d'information, qui peut être un lieu de partage et un lieu de force même. Les mêmes espaces qui étaient supposément des espaces de libération de la parole, qui étaient supposément des espaces où l'on pouvait apporter son témoignage, où l'on pouvait rentrer en contact avec des personnes qui avaient vécu les mêmes difficultés, les mêmes souffrances. Ces mêmes espaces sont devenus des espaces où ces personnes-là, finalement, en un claquement de doigts, par le biais d'une déshumanisation d'Amber Heard, sont devenus des objets de ridicule, des objets de rire. Elles ne sont plus des sujets qui libèrent leur parole, et ce faisant libèrent la parole de centaines, de milliers, de milliards d'autres sujets. Elles sont désormais des caricatures parce que on a décidé qu'il était acceptable, qu'il était même divertissant de donner son avis sur la manière dont on parle quand on est une victime ou quand on, en tout cas, est présenté à la barre comme victime. Ce côté extrêmement pervers pour moi est extrêmement... En fait, je pense que ce qui me choque le plus, c'est la rapidité avec laquelle de mêmes espaces, de mêmes formes d'expression, et j'ai envie de dire même certains groupes en fait, d'individus sur les réseaux, peuvent passer d'un extrême, enfin non pas d'un extrême, enfin d'une forme d'extrême, c'est-à-dire de s'imposer, de se présenter comme à l'avant d'une libération de la parole. Les réseaux sociaux sont effectivement à l'avant d'une libération de la parole. Et en un claquement de doigts, en une fraction de minute, ces mêmes espaces, ces mêmes formes de communication, ces mêmes codes de communication, ces mêmes formats sont utilisés pour tout l'inverse. Et comment est-ce qu'on arrive à retrouver la confiance finalement dans ces espaces-là? Comment est-ce qu'on occupe encore ces espaces-là? Les conséquences sont déjà visibles. Il y a tout simplement Marilyn Manson qui a décidé lui aussi d'attaquer en diffamation pour les différentes accusations qui ont été portées contre lui de viol, de violences sexuelles, etc. Il y a plusieurs avocates qui ont
témoigné du fait que certaines de leurs clientes ne voulaient plus porter plainte parce qu'elles avaient peur d'être elles-mêmes attaquées en diffamation. Elles avaient peur de ce précédent que cela crée et qui permet une certaine porte ouverte aux hommes. Il y a le fait que désormais, on aura toujours cette condamnation qui viendra appuyer le doute déjà très présent et très utilisé par les antiféministes et les masculinistes de la fausse accusation. Les conséquences sont déjà là. Et les conséquences, nous lutterons contre. Ce n'est pas le premier backlash et ce ne sera pas le dernier. Personnellement, moi, ce qui m'intéresse vraiment, en tout cas, je ne sais pas si je peux dire que c'est ce qui m'intéresse le plus, mais je pense que l'un des aspects qui est peut-être les moins mis en avant et qui vraiment, moi, m'interpelle, c'est le rôle des réseaux sociaux, mais c'est surtout le fait qu'on a, je pense, beaucoup trop eu confiance dans les échanges qui pouvaient se créer sur les réseaux sociaux autour de ces questions-là. Si vous regardez les commentaires autour des vidéos, du procès, etc., bien évidemment qu'il y a énormément d'hommes. Il y a d'ailleurs des hommes qui commencent désormais à appeler leur femme Amber Heard si elle s'exprime d'une manière qui est ridicule, si elle paraît surjouer une émotion. C'est ce que je vous disais sur la déshumanisation. Ce nom, désormais, va devenir vide de l'individu qu'elle est. Mais il y avait aussi beaucoup de femmes. C'est une réalité. Et il y avait aussi beaucoup de femmes victimes de violences conjugales qui ont décidé de venir s'exprimer et de venir participer à cet acharnement sur une femme. Et ça, c'est pas anodin. Et il faut quand même l'entendre. C'est pas pour minimiser le rôle des hommes. Au contraire, c'est eux qui seront toujours de toute manière les plus à critiquer parce que c'est eux la classe dominante. Donc forcément, leur critique n'a pas le même poids. Mais je pense que cette idée de surmédiatisation, cette idée de spectacle, cette imposition finalement, le fait qu'on nous impose d'une certaine manière de devoir consommer et être témoin de ce genre de contenu, alors que les réseaux sociaux sont l'espace que l'on utilise le plus souvent désormais pour s'exprimer quand on ne peut le faire hors ligne, je pense que ça, c'est des questions qui sont extrêmement importantes. Je vais en rester là. J'espère que ces différentes réflexions auront donné du grain à moudre à vos propres réflexions. N'hésitez pas à les partager en commentaire. Je précise encore une fois, je ne suis pas là pour dire que telle personne est coupable ou pas coupable. Et quand je dis ça, ça ne veut pas dire que je pense quelque chose que je ne voudrais pas dire. C'est juste que je ne pense pas que ce soit vraiment ce qui importe le plus sur le long terme. Voilà, et je préfère m'intéresser aux phénomènes, aux causes, aux conséquences et au long terme plutôt qu'aux individus, surtout quand je pense que ça n'aura pas vraiment de conséquences bénéfiques et que ça ne convaincra personne de mener une réflexion plus aboutie. Donc tout commentaire qui irait dans ce genre de réflexion-là ne sera pas publié sur la vidéo parce que je pense que ce n'est pas le propos. J'espère que cela aura été intéressant pour vous. Je vous remercie de m'avoir écouté à ce sujet et je vous dis à très bientôt.